Un nouvel épisode de temps additionnel et une nouvelle affiche de folie, puisque cette fois on va côté de la Liga tout simplement, avec une affiche qui va être assez intéressante pour le titre en Liga, puisque on va avoir lieu. On va avoir le derby de Madrid entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid ce dimanche à 16h15 au Wanda Metropolitano. Voilà, un match qui va être primordial pour la course pour le titre. Un Atlético qui va vouloir garder sa couronne, du moins sa première place, son trône cette saison, qui ont très bien mérité cette place pour le moment. Mais le Real qui reste aux aguets et qui voudra faire tomber son rival, pour tout simplement reprendre un petit peu de terrain sur ses premières places. Et pour parler de cette rencontre, je suis encore une fois bien entouré, puisque côté Atlético, j'ai Mathieu d'Atleti Francia. Salut à toi, Mathieu. Salut, bonsoir, et puis encore merci de l'invitation. C'est un plaisir de parler de ce grand match qu'on attend tous depuis des Bah ouais. On peut rentrer dedans en douceur. Ouais, et puis comme je le disais, voilà, pour le titre, c'est assez important. Il y a l'Atlético qui a un petit peu d'avance. Le Real peut un peu revenir, donc attention à cette rencontre qui risque d'être très très agitée. Et côté Real Madrid, je pouvais pas faire sans quelqu'un d'esprit madridista, nos copains de Sports Content, puisque j'ai Gilles Christ avec moi, d'esprit madridista. Salut à toi, Gilles Christ. Salut à tous. Bon écoute, on va rentrer dans le vif du sujet dès maintenant, les gars. Donc on va commencer par l'Atlético Madrid, Mathieu. Donc l'Atlético qui est quand même sur une dernière déconvenue en Ligue des Champions face à Chelsea, mais ça on va avoir l'occasion d'en reparler. Mais sinon, en dehors de ça, l'Atlético, on l'a déjà dit ici, fait une bonne saison, une très très bonne saison. On a eu l'occasion d'en parler notamment la semaine dernière avec les supporters du Barça et du FC Séville. On loue les valeurs de l'Atlético cette saison, même si voilà, il y a eu 2 faux pas récemment, dont un face à Levante et un autre face à Chelsea. En Ligue des Champions, il y a eu cette victoire face à Villarreal la semaine dernière, qui a relancé un peu la machine, mais comment tu sens ton équipe en ce moment, toi, Mathieu? Est-ce que tu sens que ça commence un petit peu à s'essouffler, ou alors cette victoire, ces 2 faux pas consécutifs face à Levante et Chelsea étaient un léger grain de sable? Alors, je pencherai pour le grain de sable, mais attention quand même. Dans la mesure où tu l'as dit, on en a déjà parlé ici, effectivement, la saison de l'Atlético, elle est, en tout cas la première partie, elle est assez stratosphérique, à tout point de vue d'ailleurs, que ce soit sur le plan individuel de certains joueurs comme sur le plan des résultats. Maintenant, effectivement, on savait que l'enchaînement du mois de février et du mois de mars allait être très compliqué, déjà en termes de calendrier. Et il y a une chose à laquelle on ne s'attendait pas, c'était les nombreuses absences. Entre Trippier qui a été suspendu, les blessés, les nombreux positifs au Covid. Depuis le début de la pandémie, il faut savoir qu'il y a quand même 14 joueurs de l'Atlético qui ont été testés positifs, c'est énorme, contre moins de 10 pour la plupart des clubs espagnols. Donc c'est vrai que là, le fait d'avoir dû jongler entre tout ça, même si on ne se cache pas derrière les blessures et autres, parce que le style de jeu a été assez compliqué, mais c'est vrai que ça a été assez délicat. Contre Chelsea, on a été les premiers à ne pas avoir vraiment compris ce qui s'est passé, on doit vous l'avouer. Mais en dehors de ça, non, c'est vrai que l'enchaînement avec Levante, il était décevant. Mais c'est à pondérer avec aussi les matchs à rattraper, un calendrier effréné avec des absences, et Simeone qui devait faire un petit peu en pensant les plaies un petit peu de partout. Donc disons qu'on n'est pas là pour défendre le bilan, mais on peut espérer mieux à partir de mars. Petite précision, vous avez joué Levante 2 fois en 3 jours avec un nul pour un match en retard de la deuxième journée, plus la défaite 3 jours plus tard au Wanda. Toi, cette dynamique côté Colchoneros, Gilles Christ, est-ce que tu la vois d'un bon œil en vue de cette rencontre, ou alors il faut quand même toujours se méfier du leader qu'est l'Atlético? Je suis indifférent par rapport à la dynamique de l'Atlético aujourd'hui, parce que voilà, les problèmes que ont le Real Madrid depuis le début de l'année 2021, où il y a un mois de janvier qui était un peu compliqué, un autre mois de février qui donne qui est assez paradoxal en termes de résultats, fait qu'aujourd'hui le Real Madrid me préoccupe plus que la position de celui qui est devant. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, on va rentrer dans une période où on est à quelques semaines de la trêve internationale pour le Real Madrid. Et aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est d'être le plus près possible du rival pour le titre avant que le sprint final ne commence, c'est-à-dire
à l'issue de cette trêve internationale. Et là, à ce moment-là, si le Real Madrid est à bonne distance de l'Atlético, voilà, je pense que le sens de l'histoire fera que on pourra être en mesure de faire comme l'année passée en championnat, même si le style aujourd'hui des hommes de Zidane, en dépit des blessés, en dépit de nombreuses absences de joueurs cadres, donc fait qu'aujourd'hui le Real Madrid peut être, pour moi encore une fois, au rendez-vous, mais ce sera pas forcément grâce au niveau de jeu du Real Madrid, mais c'est surtout face à, on va dire, aux nombreux accros qu'ont eu nos rivaux toute cette saison. Et justement, tu parlais tout à l'heure des résultats un petit peu du Real avec ce mois de février en termes de résultats plus qu'intéressant, puisque le Real est invaincu depuis le 6 février, une victoire à Huesca. Depuis, c'est 6 matchs sans défaite pour le Real Madrid. Donc, il y a eu Retafe, Huesca, Valence, Valladolid, l'Atalanta en Ligue des Champions et le nul face à la Sociedad. Donc forcément, c'est une dynamique qui fait plaisir à voir, mais peut-être qu'au niveau du jeu, il y a du mieux à tirer de cette équipe. Moi, je suis agacé par le Real Madrid aujourd'hui parce que on l'avait dit dans l'épisode, le dernier épisode d'Esprit Madridista que je vous invite à écouter, Bien où sûr. le Real Madrid a joué à 11 contre 10 contre l'Atalanta Bergame, s'impose 1-0, alors dans un match où il a été plus que poussif et dans un match où il a été plus séduisant, plus entreprenant. Il tire 20 fois, il cadre 3 fois pour faire match nul, un but partout. Donc, ce Real Madrid, on ne sait pas sur quel pied danser face donc là sur cette saison, et c'est comme ça depuis le début de la saison. Ce qui est clairement, pour pouvoir, quand on est supporter et quand on est fan, c'est insupportable. On peut avoir un mois où on va se dire la Liga c'est mort, et l'autre mois d'après on va se dire que peut-être la Liga c'est possible. Donc il y a une part de responsabilité que l'on a. Et c'est ça qu'on essaie de fustiger, de pointer du doigt. Mais aussi, c'est parce que l'Atlético, à un moment donné, quand il faut prendre la poudre d'escampette, ils le font pas. Et là, aujourd'hui, un derby qui normalement pouvait être un derby pour, on va dire, l'honneur, simplement de la ville de Madrid, redevient un match important pour la Liga. Et justement, après, j'aimerais bien avoir ton avis, Mathieu, sur le sujet. Il y a eu pas mal d'absents côté Real de joueurs. Alors, on parle pas forcément de cadres, sauf pour certains, mais forcément de joueurs importants. Par exemple, là, je prends l'exemple du match face à la Sociedad. On décompte Benzema, Carvajal, Hazard, Militao, Ramos. Ça pèse dans un effectif comme ça, malgré tout. Est-ce que ces joueurs-là que je viens de te citer manquent pas actuellement au Real? La réponse est pour... Elle est pour toi, Gilles Christ. Allez pour moi. Oui, ça manque, mais après il y a certains joueurs, moi je sais pas qu'ils soient là ou qu'ils soient pas là, c'est pas mon problème. Un joueur comme Eden Hazard, franchement, je suis désolé, je suis indifférent de son absence, puisque même quand il est sur le terrain, je ne sais pas ce qu'il apporte concrètement au Real Madrid en termes de valeur ajoutée, et ça depuis maintenant presque 2 ans. Donc du coup, je suis plutôt ennuyé par l'absence peut-être de Ramos, par l'absence surtout de Benzema. Comme tout le monde, mais après voilà, et aussi Carvajal qui aussi a tendance à se blesser assez souvent, mais voilà quoi, on a envie quand même d'avoir, notamment je pense que ça se passe dans les têtes, on a envie d'avoir quand même un effectif au complet, parce que quand cet effectif au complet, c'est là où il prend de la confiance et qu'il est on va dire plus entreprenant et dominateur. Donc voilà, c'est là on est dans une période où on arrive à inscrire peut-être 12 à 14 joueurs, voire 15 joueurs de l'effectif pro, et à tenir le coup, puisque voilà, on est invaincu depuis maintenant plusieurs semaines, et on fait des performances aussi en Coupe d'Europe, sauvant l'honneur du football espagnol. Mais bon, on est en mesure d'attendre davantage, et franchement, on a envie de voir un sursaut du Real Madrid qui passe d'abord sur le terrain avant que comptablement on puisse être en mesure d'être champion. Alors Mathieu, toi, est-ce que tu trouves l'analyse de Gilles Christ sur le Real Madrid dure, ou alors tu partages son avis sur ton ennemi intime? Bah, écoutez, je ne peux que le rejoindre dans la mesure où ce qui est drôle, c'est que pendant que j'ai écouté, en fait, je pouvais faire des parallèles avec quasiment tout l'effectif de l'Atlético. Il y a eu une période également compliquée de notre côté, et c'est vrai que nous, on regardait le Real Madrid, alors on n'a pas cette habitude, mais on regardait un peu dans le rétro. Et c'est vrai qu'en fait, on voyait des parallèles évidents se faire.
Quand Gilles Christ dit qu'il a dû composer, en tout cas le Real a dû composer avec des cadres en moins, notamment un Benzema qui est pas là, un Ramos qui est pas là. Bah, c'est vrai que quand on voit que Jiménez se blesse de notre côté assez régulièrement, que Trippier est suspendu dans les matchs importants, notamment de Chelsea, ça nous a fait très mal, que Llorente du coup a dû se positionner à un poste de piston qui n'est pas du tout le sien, que Lemar a été positif au Covid pendant longtemps. Et bien finalement, je vois des parallèles qui sont assez évidents à faire. Et c'est vrai que dans la dynamique, l'Atlético n'a pas su profiter des moments où ils auraient pu effectivement tuer la Liga. Et donc ils se retrouvent dans un moment où l'effectif un petit peu amoindri, eh bien ils se retrouvent à faire comme ils peuvent. Et donc ce qu'ils peuvent, c'est moins terrible. Donc c'est vrai que les parallèles sont évidents. Et je pense qu'on va également y venir. Mais nous, la chance qu'on a du côté Colchonero, c'est que eh bien on a beaucoup de retours ce week-end. Oui, pas mal de retours aussi. On viendra aussi, voilà, en fin d'émission sur peut-être les compos probables que vous voyez, messieurs. Mais avant tout, Mathieu, j'aimerais qu'on parle un petit peu de cette forme actuelle de l'Atlético. Un Atlético qu'on voyait très serein en début de saison, jusqu'à même mois de janvier-février. Et là, d'un coup, on sent que ça tremble un peu, que ça commence à pas avoir peur de ce qui se passe derrière, mais cette régularité du début de saison n'est plus aussi visible, n'est plus aussi évidente que lors des 6 premiers mois de cette saison. Alors, j'ai une question pour toi, Mathieu. Est-ce que tu as peur que l'Atlético choque complètement son début de saison, enfin sa fin de saison? C'est possible. Est-ce que j'en ai peur? Je ne sais pas, puisque j'ai jamais fait partie de l'équipe pourtant assez grandissante de ceux qui voyaient l'Atlético champion trop vite. Il y en a beaucoup qui se sont emballés au sein de la communauté. On connaît notre Atlético, on les sait capables du pire comme du meilleur, et ils ont déjà fait bien pire que ça. Là, c'est sûr que si l'Atlético venait à perdre la Liga, ce serait une déception immense quant aux 6 premiers mois qu'on a fait. Mais d'un côté, il y a des indicateurs qui nous disent quand même attention, danger, dans la mesure où le nombre de buts encaissés dans les 19 premières journées de championnat, on encaisse le même nombre en 4 ou 6 matchs, je ne sais plus exactement. Mais c'est des indicateurs qui effectivement font peur, oui, pour répondre à la question, oui, font quand même un peu peur. D'autant que la Liga est la priorité absolue. Je pense que si on demande à n'importe quel colchonero aujourd'hui de choisir entre se faire éliminer en Ligue des Champions et gagner la Liga ou bien l'inverse, je pense qu'on prend tous la Liga parce que ce serait une immense déception de ne pas la gagner là. Donc la forme, est-ce qu'elle me fait peur? Je dirais non, en tout cas pas vraiment, dans la mesure où elle est, là encore je le répète, à pondérer avec les absences. Et pour moi, les deux absences qui ont le plus pesé dans l'effectif, c'est Lemar et Trippier. Lemar pour le côté offensif et Trippier pour le côté défensif. Alors toi, Gilles Christ, est-ce que tu vois l'Atlético potentiellement s'écrouler avec cette fin de saison? Parce qu'on rappelle que tout comme vous, ils ont des échéances européennes et qu'ils vont devoir faire le tout pour le tout à Stamford Bridge pour rattraper son retard. Comment tu vois toi la fin de saison par rapport à l'Atlético Madrid? Est-ce que tu les vois garder le cap ou alors perdre totalement cette confiance qui leur était chère en ce début de saison et vous voir peut-être potentiellement passer devant et peut-être voir même un Barça qui reprend un peu de poil de la bête ces dernières semaines? Comment tu vois les choses toi pour l'Atlético, Gilles Christ, de ton côté, de ton point de vue du supporter de Real? J'ai envie de dire que franchement, ça va se passer dans les têtes, et j'insiste dessus, les têtes de nos amis matelassiers, fait que historiquement ils ont une culture de la malédiction et ils le savent très bien même. Donc du coup, à un moment donné, il va suffire peut-être d'un faux pas. Pas bien senti, peut-être au début du mois d'avril, pour pouvoir recommencer à réfléchir. Après s'être vu champion, pour beaucoup, pas tout le monde, à un moment donné, le fait de se dire que peut-être il y a cette peur de gagner. Et ça, justement, donc dans cette situation-là, qui a la culture de la remontada, et pas la remontada sur un match, mais de la remontada sur une saison. Le Real Madrid, par exemple, si on veut remonter dans la légende, c'est quoi, 2007, par exemple, où on avait du retard au mois de mars et on termine champion. Voilà, c'est cette culture-là aussi qui est présente chez nous. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ça va commencer à vaciller, il y aura une équipe qui va être opportuniste, un club qui va être opportuniste par rapport à ça et qui va se faufiler.
Ça peut être nous, ça peut être peut-être le Barça, ce dont je doute pour le Barça. Mais voilà, c'est vrai que cette position d'être le chasseur plutôt que d'être chassé, c'est une position qui, pour moi, dans la configuration de cette saison, n'est pas pour me déplaire, paradoxalement. Mais voilà, en fait j'ai envie de plus de certitude et de conviction dans le jeu. Mais bon, c'est ça en fait comptablement ce qui m'arrange, mais qui m'ennuie après sur le terrain. D'autant que, pour rebondir là-dessus, justement, l'Atlético n'a pas l'habitude d'être devant. Et donc, c'est aussi une position et que Simeone n'a pas l'habitude de gérer. Et donc là, lui qui a l'habitude de prendre les parties match par match, partido à partido, comme il dit souvent, c'est vrai que là, c'est compliqué de savoir quoi faire, en fait, tout simplement. Parce que jongler avec les deux compétitions, ça devient casse-tête, en tout cas. Après, il a des joueurs, excuse-moi, Gilles-Christ, il a des joueurs qui sont arrivés cet été. Je pense à Suarez, qui ont l'habitude de ce genre de situation. Il l'a vécu avec le Barça. Un mec, comme j'allais dire un nom complètement au pif, mais non, mais voilà, un mec comme Suarez, voilà, il a l'habitude de ce genre de situation et ça peut apporter un petit peu de sérénité au sein d'un effectif comme celui de l'Atlético, qui a, comme tu l'as dit, pas l'habitude de ce genre de choses, mais ça peut amener une certaine confiance, une certaine aura. Voilà, je sais pas si je me fais comprendre là-dessus, mais en tout cas, voilà, c'est. Je reviens là-dessus. Alors même s'il n'a pas non plus beaucoup d'expérience, je pense qu'on pourrait ajouter Marcos Llorente dans cet esprit-là. Ouais, aussi, ouais. Parce que c'est vrai que les deux amènent quand même une mentalité qui, je trouve, manquait à cet Atlético, qui avait une grinta, la culture de la grinta à l'Atleti, elle est indéniable. Mais c'est vrai que cette culture de la gagne, qu'on n'envie pas forcément au Real de Madrid, mais qui est admirable du côté du voisin madrilène. Je dois avouer que là-dessus, c'est quelque chose qui manquait un petit peu au Atlético. Alors du coup, Gilles-Christ, moi je voulais te parler un petit peu de ce qu'a dit un ancien pensionnaire de la Maison Blanche du nom de Guti. Bon, il a un petit peu fait la promo pour la Liga du match entre l'Atlético et le Real. Il a parlé de ce match comme un derby provoquant de l'émotion, mais également de la tension. Est-ce que c'est pas les deux adjectifs, enfin les deux mots parfaits pour décrire ce match, émotion et tension? Émotion et tension, oui, parce qu'enfin, je sais pas, il faut se placer, c'est une question de point de vue. C'est vrai que moi, j'ai maintenant à peu près 23, presque 23 années de madridisme dans les pattes. Donc du coup, c'est une confrontation qui, à chaque fois qu'il y a eu une contre-performance, quand je parle bien de défaite contre l'Atlético, c'est quelque chose que sur lequel j'ai vraiment du mal à accepter ce type de défaite, parce qu'après il y a une série où pendant 14 ans il s'était rien passé de particulier dans ce sens-là, et c'est pour ça qu'en fait il y a aussi cette notion de se dire que voilà, chacun doit rester à sa place. Le Real Madrid a toujours cette envie par rapport à l'Atlético de montrer qu'il est le patron de Madrid. L'Atlético veut montrer au Real Madrid que il y a un autre shérif dans la ville. Donc c'est ça qui crée, on va dire, cette tension, dramaturgie et cette émotion, et aussi et c'est peu de fois que ça arrive qu'il y ait quand même un duel qui se met dans le cadre d'une course au titre. À chaque fois, par exemple, il y a un club qui est complètement largué en championnat, qui va jouer contre un club qui est dans la lutte pour le titre, ou inversement. Et après, il y a aussi ce qu'on a vu en Coupe d'Europe ces dernières années. Donc du coup, voilà, ça s'est construit, et c'est grâce aussi à l'entraîneur de l'Atlético, Simeone, que ça s'est exacerbé au cours de la dernière décennie, et que ça continue en fait aujourd'hui. Donc oui, effectivement, Guti a raison, et je pense que lui, il était bien heureux de voir que pendant la grande majeure partie de sa carrière, qu'il a tout souvent été victorieux face à l'Atlético. Ouais, de genre de 96 à 2010, Guti pour le Real Madrid. Alors toi de ton côté, Mathieu, est-ce que tu as la même impression sur ce derby, les mêmes attentes, les mêmes sentiments quand tu vois que ce match va arriver? En tant que supporter, toi tu ressens quoi avant de jouer le Real Madrid?
Un derby madrilène en tant que supporter de l'Atlético, c'est toujours quelque chose de très particulier. Je pense que le mot tension, c'est celui qui résume le mieux. Je dirais que, alors peut-être que je m'avance, mais je crois que justement cette tension, en tout cas cette volonté de prouver, elle est plus forte du côté Atlético vers les supporters du Real que de l'inverse. Parce que justement, je pense que les supporters et les joueurs ont envie de prouver, à chaque fois de se mesurer au Real en disant nous sommes aussi grands, si ce n'est plus grand que vous. Et même si on sait pertinemment qu'en termes de nombre de succès, ce n'est pas le cas, c'est aussi une manière d'opposer de la résistance en fait à ce grand club. Donc c'est vrai que aux abords des derbies, même si parfois on se dit en plus très rarement on joue le titre ces dernières années quand le Real est souvent largement devant. Donc c'est vrai que c'est plus un derby pour l'honneur ou bien un derby pour les points, mais c'est pas vraiment un derby pour la gagne. Et là, de se retrouver aujourd'hui dans cette position, dans un derby, c'est vrai que même si on a envie d'être mesuré et de ne pas exulter ou quoi d'autre, oui, forcément, la victoire, elle est prenable, en plus d'être, comment dire, enviable. Enviable, oui, bah oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors, on va passer, les gars, aux compositions probables pour cette rencontre. Alors, comme vous le disiez, il y a des absents. Bon, côté Atlético, il n'y a pas énormément d'absents, si ce n'est que Trippier est toujours suspendu, bien évidemment, et Jiménez toujours blessé. Je me permets de rectifier. Ouais. Justement, Trippier, c'est le premier match où il revient, l'anglais. Ah bah moi, je l'ai en suspendu, donc je dois pas avoir le truc à jour. Enfin, merci en tout cas de préciser, mais depuis début mars, ouais, tout à fait, il sera là. Et le seul qui est absent, c'est Jiménez, c'est ça. Exact, ouais. Donc blessé Jiménez, hein, comme depuis quelques semaines. Alors, moi je vois aussi peut-être Herrera absent. Il est en incertain en tout cas. Est-ce que exact. Oui, ouais. Pour des raisons personnelles, tout à fait. Ça a été validé là, bah, il y a vraiment très peu de temps pour des raisons personnelles. Alors, ça n'a pas été approfondi, mais visiblement pour des raisons familiales ou que sais-je. Mais en tout cas, il était pas annoncé comme étant décisif, donc je dirais que sportivement c'est pas non plus quelque chose qui va nous coûter. Donc, le Mexicain qui sera pas là pour le derby de Madrid, donc il y aurait un 3-5-2 de prévu par Simeone avec Oblak dans les buts, Savic, Felipe Hermoso pour la ligne de 3 derrière, Llorente, Lemar en piston, Correa, Saúl et Koke qui composeraient le milieu à 3 et Suarez et Joao Félix pour composer le duo d'attaque. Ça te paraît réalisable cette composition ou il y aura des ajustements selon toi? Alors justement, c'est assez étonnant d'avoir une composition pareille dans la mesure où si retour de Trippier il y a et que il est suffisamment en forme aux yeux de Simeone, il le mettra titulaire. Llorente qui basculera et Lemar sur le banc. Alors ça m'étonnerait, enfin ça dépend. En fait ça dépend parce que cette semaine il y a eu beaucoup d'ajustements, il y a eu beaucoup de mystères faits par Simeone et il y a aussi beaucoup d'incertitudes sur la présence ou non de Lemar en tant que titulaire. Il a joué un petit peu en entraînement à l'écart du groupe apparemment par précaution, donc à voir s'il sera titulaire ou non. Mais c'est pas impossible qu'on retrouve un milieu de terrain Saúl Koke effectivement qui n'est pas forcément le meilleur choix possible. On a vu que les deux en double pivot, c'était pas le mieux qui soit. De toute façon, Saúl, cette saison, c'est très poussif. Mais c'est vrai que moi, j'aimerais voir Llorente plus haut sur le terrain. On parle effectivement d'un trident potentiel avec Suarez en pointe et Llorente Correa pour l'accompagner. Ce qui serait, à mon avis, une très bonne idée. Dans la mesure où Correa est bon sur un côté et Llorente est très bon pour appuyer l'attaquant. Donc je pense que ce serait quelque chose d'intéressant. Maintenant, qui mettre piston gauche? Alors pourquoi pas Carrasco, qui est lui aussi de retour. Et qui fait à ce poste-là, et d'ailleurs étonnamment, puisqu'on l'avait vu avec la Belgique, pas forcément à l'aise dans ce poste-là, mais qui, avec l'Atlético, est pas non plus des plus mauvais à ce poste. Eh ben, tout à fait. Et donc, justement, le double piston Trippier à droite et Carrasco à gauche, c'est aussi ce qui nous faisait très longtemps réussite, que ce soit sur les coups francs, sur les phases arrêtées, sur les centres, sur les accélérations. C'était vraiment le duo gagnant. Et donc là, le fait de n'avoir ni l'un ni l'autre, c'est ce que j'évoquais à demi-mot tout à l'heure, ça peut expliquer aussi une perte de vitesse et une perte de rythme dans le jeu de l'Atlético ces derniers jours. Cette compo, toi, Gilles Christ, côté Atlético, est-ce que, qu'est-ce que ça t'évoque, toi, pour cette rencontre? Moi,
pas, j'allais dire, pas, je dis pas grand chose, mais voilà, on sait comment cette équipe joue, même si, voilà, je pense que Simone essaye de cacher, on va dire, le plus possible, donc ses intentions dans la dernière heure avant le coup d'envoi. Parce que c'est vrai que par exemple il y a certaines configurations où par exemple voilà jouer à 3 derrière, jouer avec des pistons, donc là du coup ça je sais pas quelles vont être ses intentions, notamment à domicile, parce que c'est une donnée qu'on oublie quand même, c'est que l'Atlético nous reçoit. Je pense qu'il y a aussi cette volonté aussi de montrer ses intentions vis-à-vis du Real et de ne pas chercher la bagarre en fait face au Real Madrid, parce que dans ce jeu-là, Zidane est plutôt pas mal. Donc du coup, je me disais que peut-être avec un peu plus de conviction et peut-être d'assurance par rapport à ce que l'Atlético voudra offrir comme plan de jeu, ça pourrait peut-être passer pour eux, mais moi j'attends de voir la composition qui va être sorti par le Cholo pour pouvoir donc voir si le Real pourra être mis en difficulté au point de perdre. Alors justement le Real, on va parler un peu de la compo qui va peut-être arriver ce dimanche. Donc on le rappelle, le Real est privé de nombreux de ses cadres, dont Ramos et Carvajal. À noter aussi les absences de Militao, de Rodrigo, d'Eden Hazard et le retour de Karim Benzema dans le groupe de la Maison Blanche. Alors peut-être pas titulaire, il y a une incertitude entre lui et Isco à la pointe de l'attaque. Donc on aurait un 4-3-3 prévu pour le Real Madrid avec Courtois dans les buts, Vasquez, Varane, Nacho et Mendy pour la défense. Ensuite un milieu à 3, Modric, Casemiro, Toni Kroos et une attaque Asensio, Isco, Vinicius. En tout cas, c'est Isco, Benzema, on sait pas trop encore ce que Zidane choisira, mais pour le moment, préférence à Isco puisque Benzema vient tout juste de revenir. T'en penses quoi, toi, Gilles Christ? Est-ce que tu penses que c'est probable cette compo ou alors il y a peut-être des changements à faire? Mais évidemment qu'il y aura des changements à faire. Déjà, c'est un soulagement pour Zidane que Karim Benzema puisse revenir dans le groupe. Je pense pas qu'il jouera d'entrée, ce qui serait, on va dire, inconscient de sa part. Mais voilà, si c'est pour mettre Isco en faux neuf, comme on a pu voir dans le match soporifique qu'il y a eu contre l'Atalanta, non, c'est pas la peine. Je préfère voir autre chose. Je préfère voir le petit Hugo Mouro qui est au moins un attaquant de métier faire quelque chose pour essayer d'apporter de la pression, même face à une défense qui est aussi voilà expérimentée, aussi experte que celle de l'Atlético. Et après voir Benzema rentrer, parce que là, Isco, honnêtement, sur ce qu'on a vu depuis le début de la saison, on n'est pas fan. On n'est pas fan, comme on n'est pas fan aussi paradoxalement de Vinicius, qui dans un match où on manque de réalisme, le joueur qui est symbolique du manque de réalisme marque le but contre la Real Sociedad. Ouais, faut voir. Je sais pas. Moi, je suis un peu voilà mitigé par rapport à ça, parce qu'en fait, le Real Madrid, c'est comme un livre ouvert. Vous savez comment ça va se passer, comment ça va se jouer, mais vous savez pas comment cette équipe va basculer. Est-ce qu'il y aura un fait de jeu qui va faire en sorte que le jeu va basculer pour le Real Madrid? Est-ce qu'il y aura des erreurs de la part de notre défense qui vont faire en sorte que que le Real soit mis en difficulté? C'est un petit peu le point d'interrogation et le paradoxe permanent. Ces petites incertitudes côté Real, Mathieu, elles vous donnent forcément un petit peu plus de confiance quand même. Oui, de la confiance. Alors, on reste toujours mesuré, puisque je vais pas refaire l'historique, mais contre le Real Madrid, ça a toujours été difficile, quelle que soit l'équipe, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que le fait, ne serait-ce que lui, ne serait-ce de ne pas voir Ramos sur la feuille de match, oui, ça rassure l'Atlético. Le fait, alors, Benzema à voir, mais c'est vrai que moi non plus, je pense pas qu'il fera tout le match. Oui, effectivement, ça rassure quand on voit les fébrilités défensives qu'on a pu voir en ce moment. Maintenant, le Real reste le Real, et je vais pas faire des poncifs un petit peu habituels, mais ne serait-ce que quand on voit le milieu de terrain, toute l'expérience de cette équipe va de toute façon peser. Et je pense, en tout cas, si on se met à la place de Simeone, si on ose tenter ça, je pense pas qu'il regardera le match différemment. Je pense que du côté Simeone, il affronte le Real, ça change rien. Voilà, quelle que soit l'équipe alignée. Forcément, on espère que les petites incertitudes du Real vont se voir ce week-end, mais
je ne compte pas sur une faiblesse du Real, en tout cas pour gagner ce match. Je pense que les choix de Simeone vont... Faut jouer sur ses forces, bien sûr. Voilà, exactement, vont beaucoup déterminer le match. Ouais, bah écoutez les gars, ça risque d'être un match assez palpitant et assez, en tout cas rempli de surprises. Bon, on va finir cette émission les gars en pariant bien sûr sur cette rencontre, comme on fait d'habitude dans temps additionnel. Je vais d'abord commencer par tes pronos, enfin du moins ton résultat, Mathieu, puisque tu nous pronostiques un nul, tout comme Gilles Christ d'ailleurs. Donc Gilles Christ, je te laisserai intervenir après sur ton pronostic. Pourquoi le match nul? Mais d'abord, je vais laisser Mathieu commencer. Pourquoi un match nul, Mathieu? Pourquoi un partage des points dans un match si important au final? Alors, on en avait parlé avec mon équipe et mes amis d'Atleti Francia. On n'est pas tous d'accord. Beaucoup, eux, voient la victoire, une courte victoire 1-0. Moi, je vois le match nul parce que, eh bien, malgré tout, je ne vois pas le Real Madrid s'incliner dans une saison aussi importante pour eux. Ils ne peuvent pas se permettre de perdre. Alors que l'assise qu'a l'Atlético va éventuellement peut-être jouer dans la balance. Non pas qu'ils vont jouer avec le frein à main, en tout cas je ne l'espère pas, mais j'espère une victoire plus que je la vois. Non, le 1 partout il me semble mesuré, il me semble assez logique, dans la mesure où si l'Atlético vient à perdre des points contre le Real maintenant et reprend bien par la suite, c'est pas dramatique. Alors c'est un match nul qui peut être quand même risqué, si je peux me permettre, sachant que tu as le Barça qui carbure bien en ce moment, même si vous avez un match d'avance, faut pas l'oublier. Mais match en retard du moins, match en retard. Mais dans son histoire, l'Atlético n'a jamais été champion avec plus de 4 points d'avance, quel que soit le format. Et je pense pas, malgré tous les points possibles qu'on pouvait avoir à un moment donné dans la saison, je pense pas que si l'Atlético est champion, ils seront champions avec de l'avance. Et je pense que ça jouera avec bien moins d'écart que ce qu'on peut s'imaginer au vu de... Ça restera serré, quoi. Voilà. Tout à fait. Et oui, moi, excusez-moi, parce que c'est pour ça que je suivais par rapport à ce match nul. Pourquoi? Moi, c'est plutôt de la stratégie. Le Real Madrid est donc là, aller à 5 points avec un match en plus derrière l'Atlético. On est au mois de mars. Voilà, j'ai pas envie forcément de voir que ce Real Madrid là, qui dénué de force et de qualité, soit encore dans la lutte, parce que sinon voilà quoi, je pense que ça pourrait risquer de faire l'effet inverse en fin de saison. Donc du coup moi je souhaite que voilà on reste toujours dans les starting blocks un peu. Pour pouvoir surgir au bon moment, au moment du sprint, parce que je suis persuadé, et je pense que les supporters de l'Atlético le savent, qu'au moment du sprint final, le Real Madrid ira plus vite, sera plus fort dans le sprint que l'Atlético, parce que mathématiquement, avec le match en plus, ça peut faire 8 points, et comme l'Atlético n'a jamais fini le champion avec plus de 4 points d'écart, et ben il y aura quand même un certain retour qui peut se faire dans le pire des cas, mais dans le meilleur des cas effectivement, donc il faudra compter sur un Real Madrid qui va être performant dans la dernière partie de saison. Après peut-être que je me trompe par rapport à la Ligue des Champions, que le Real peut se qualifier, que l'Atlético peut sortir et qu'ils vont tout mettre sur la Liga. Mais voilà, un but partout, voilà, donc score nul, un but partout, ça me semble logique. Et en fait, oui, ce serait tellement insupportable de perdre contre l'Atlético que voilà quoi, un match nul, ça permet de sauver les apparences. Et inversement pour Mathieu. J'aimerais quand même juste ajouter, pour préciser ma pensée, que le match nul est évidemment pas forcément un bon résultat pour l'Atleti, mais je pense que là j'enfonce des portes ouvertes, mais que s'il y a un moment pour battre de nouveau le Real de Madrid, c'est maintenant. C'est maintenant, puisque l'Atlético a trop de force, a trop de profondeur et a trop d'intérêt cette année pour ne pas tenter quelque chose. Alors le match aller a été une déception absolue dans l'approche. Cette fois-ci, j'espère beaucoup mieux. Alors, bon, le match nul, on rappelle la cote, elle est à 3,20. Donc, n'hésitez pas, c'est une cote assez intéressante. Comme le match est plutôt serré, on a des cotes rapprochées quand même pour les résultats. Même si l'Atlético est annoncé légèrement favori avec 2,62 et 2,88 pour le Real. Donc, le match nul est pas si bête que ça. Il a été choisi par 38% des pronostiqueurs. Donc, c'est le résultat le plus choisi pour le moment. On a aussi vos buteurs, les gars. Donc,
il y a une cote un peu plus ambitieuse que l'autre. Toi de ton côté, Mathieu, tu as opté pour Marcos Llorente à 4,33. Pourquoi ce but de Llorente selon toi? Eh bien, parce que déjà sa forme olympique, quel que soit le poste auquel il est aligné, il est bon et en plus il marque. Même quand il a été piston, il a déjà marqué des buts. Mais là, tout simplement, je m'attends à un positionnement sur le terrain beaucoup plus haut, étant donné le retour de Trippier. Et si Marcos Llorente est mis dans les conditions plus haut sur le terrain, il sera intéressant dans la construction, il sera intéressant dans l'approche et il sera évidemment très très dangereux devant le but. Il est assez impérial dans cet exercice. Et oui, je le vois bien sur un côté ou bien dans une approche dans la surface, tenter une petite balise comme il en a l'habitude. Alors Gilles Christ, toi de ton côté, ouais, t'as choisi Toni Kroos à 9,80, donc là c'est un peu plus risqué, mais tout à fait faisable en fait. Bah, bien évidemment, même 9,80, j'ai l'impression que c'est un cadeau qu'on est en train de nous faire. Clairement, puisque qui va marquer pour le Real Madrid? Vous pensez que ça va être Asensio avec l'état de forme dans lequel il est? Non. Il faut qu'on se dise les choses. Nos milieux de terrain sont nos principaux, on va dire, atouts pour pouvoir faire la différence dans cette rencontre et on compte énormément sur eux. Dans cette histoire-là, je sais pas, parce que c'est Casemiro qui marque sur coup de pied arrêté. Ouais, je suis pas forcément très emballé par cette idée. Mais bon. Je le mets dans un coin de ma tête, mais surtout Toni Kroos, voilà, qui maintenant bat des records, notamment de présence au Real Madrid et qui fait sa légende progressivement dans ce club depuis maintenant à peu près presque 7 ans. Un but dans un derby, ça peut aider donc dans la construction de son parcours encore, qui n'est plus à démontrer. C'est pour ça que c'est intéressant. 9,80, ma foi, je mets un 100 balles. Ah oui, quand même. Vacances, non, on part sous le soleil là avec 100 € sur une cote à 9,80. Ah oui. Et ouais, alors bon, ça aurait pu être la grosse cote que t'as choisi, mais t'as choisi le score un partout. Bon, pour les raisons que t'as évoquées tout à l'heure, hein, côté à 5. Mais sinon, en grosse cote, on a aussi celle de Mathieu, qui est, on va dire, aussi risquée. Hein. On a une cote à 5 également. Les deux équipes marquent avec moins de 2,5 buts dans le match. Donc tu vois un match assez fermé quand même, Mathieu, mais tu vois quand même, bon, avec tu as pronostiqué aussi le 1 partout, donc ça rejoint un petit peu le score qu'on donnait tout à l'heure. Ouais, c'est ça, exactement pareil. C'est vrai que c'est assez rigolo de voir à quel point l'approche est la même. Moi aussi, je vois un 1 partout. J'espère évidemment mieux de la part de l'Atlético. Je vois pas de complexe d'infériorité, mais je vois pas non plus le Real déjouer dans ce match. C'est pour ça que le 1 partout me semble assez logique. En tout cas, c'est un match qui promet de nous tenir en haleine pendant 90 minutes. On est pressé de voir ça. En tout cas, merci à vous deux les gars d'être passés. Merci à toi Gilles Christ, merci à toi Mathieu. Donc Mathieu, on peut te retrouver du côté d'Atleti Francia sur Twitter. Donc n'hésitez pas à aller les suivre pour suivre l'actu des Colchoneros, et Gilles Christ, dont on peut te retrouver, tu es un peu partout. On peut te retrouver chez les libéraux et également sur Esprit Madridista, bien évidemment. Donc n'hésitez pas à suivre cet homme qui est un peu un touche-à-tout. Et j'ai une question pour toi, Gilles Christ. Est-ce que l'animateur temps additionnel fait bien son boulot selon toi? Disons que on aura le temps d'en discuter à la fin de ce mois-ci. Ok, ça marche. Non, je rigole. Mon chèque, il y a pas de souci. Non, par rapport à ça, c'est je l'ai dit effectivement, parce que t'as oublié aussi une fonction que j'ai, c'est celle donc d'être à la direction des programmes de Sport Content et la confiance qu'on a donnée à temps additionnel pour pouvoir accueillir les différentes communautés françaises du football européen. Donc c'est une idée qu'on a eue avec Quentin et que là on a vu qu'elle fait ses preuves, donc on est relativement satisfait de ce qui est proposé, et on invite surtout les auditeurs à suivre et à continuer à le faire et à participer aussi à cet engouement par rapport au football européen. Et voilà, donc ce derby était dans dans la même lignée comme les autres matchs qu'il y aura ce week-end et les semaines qui vont arriver. Je pouvais pas mieux finir. Merci Gilles Christ.
Résume parfaitement ce qu'est ton additionnel aujourd'hui. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à continuer à nous suivre. Vous êtes de plus en plus et c'est franchement génial. Merci à vous. Donc, on se retrouve dès la semaine prochaine. Alors, pour 2 nouvelles affiches, oui, parce que cette semaine, il n'y en aura qu'une seule. Donc, dès la semaine prochaine, vendredi prochain, pour une nouvelle affiche. C'était Quentin de Temps Additionnel. Salut à tous.